Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on est avec notre cher Simon et on a deux nouvelles à discuter. Salut Sim, ça va bien? Salut Hubert, ça va? Yes, yes, yes. Donc, commençons par le plus long bear market rally de l'histoire. En ce moment, on est en train d'enregistrer le podcast le 6 juin 2023 et on fait face là, à un des plus grands rallyes de l'histoire du marché boursier dans un bear market. Qu'est-ce qu'un bear market? C'est vraiment une chute, dans le fond, des marchés de plus de 20%, si ma mémoire est bonne, sur une période de quelques mois. Et les plus longs, les trois plus longs bear markets depuis 1928 ont été de 5 mois de 1929 à 1930, de 5,8 mois de 2001 à 2002 et de 7,2 mois de 38 en 1938. Puis, je vais te partager mon écran, Sim, comme ça, tu vas pouvoir le voir. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube également, c'est une charte qui est intéressante. Voilà, parfait. Donc, on peut voir ici que de 1937 à 1942, ça a été vraiment le longest bear market rally depuis là, 1928. Puis ici, le S&P 500, on peut voir que de 1938 versus 2022-2023, on est là vraiment dans la même longueur. Et puis ici, on est en train de briser le record détenu jusqu'à maintenant. C'est quand même intéressant de voir que, tu sais, il peut y avoir des rallyes quand même dans un bear market. Puis Sim, je serais curieux de t'entendre justement, tu sais, sur la situation économique, c'est de savoir, est-ce que, tu sais, on est en train de sortir vraiment d'un marché descendant, un bear market, ou, tu sais, au contraire, tu sais, on va revisiter, dans le fond, des anciens sommets, mais alors que, tu sais, on peut toujours redescendre, là. Tu sais, plusieurs analystes financiers parlent d'un double top, là, qu'on appelle, là, où ce que, tu sais, Ouais. les conditions économiques, tu sais, sont pas nécessairement roses. Je serais curieux de t'entendre là-dessus un peu, là. Je sais qu'on a parlé avant de lancer le podcast, mais je trouve intéressant ce que tu disais, là. Comme dans le fond, demain, mercredi, la quote qui sort, la citation, c'est que même si on est en bear market depuis le début de l'année, le S&P 500 est proche du 11%. Donc déjà de une, il y a plusieurs choses à dire dans ce qu'on discute. Première chose, c'est que on ne sait pas l'avenir. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Moi, je pense, depuis le début, là, j'avais dit que je pense qu'on va aller dans un mouvement de côté, donc support, résistance, puis qu'on va osciller là-dedans jusqu'à temps que tout soit réglé. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais je pense que le verre à moitié plein qu'on pourrait voir, c'est de se dire, bah, c'est le fun parce que on a du temps. Tu sais, il y en a qui se disent, ah, tu sais, la Covid, ça a duré 3 mois qu'on a fait le up, puis on est revenu super haut. Donc les gens n'ont pas eu le temps de mettre leur liquidité. Là, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a encore donc des entreprises qu'on peut acheter à rabais. Donc vous avez le temps, les soldes durent un petit peu plus longtemps que prévu. Le verre à moitié plein, ça c'est cool, mais le verre à moitié vide, bah là, c'est quelqu'un qui va capoter, puis qui va se dire, man, c'est long, est-ce que justement, c'est l'enfer? Ce qui se passe en ce moment, malheureusement, pour travailler dans le recrutement également, c'est que d'habitude, dans un marché comme ça, quand les taux d'intérêt augmentent beaucoup, les gens ont plus d'argent, donc le marché de l'emploi, le taux de chômage, dans le sens que je vais reprendre ma phrase, Hubert, si tu permets, que dans un marché, habituellement, ou donc une récession, un bear market, peu importe, quand ça arrive que les taux d'intérêt augmentent, les gens ont peur et les gens vont rester à l'emploi. Sauf que vu que les taux d'intérêt augmentent, les compagnies slack du monde parce qu'ils ont plus forcément l'argent d'investir, d'ouvrir des quarts de travail de nuit, etc. Donc, on se retrouve avec un taux de chômage qui augmente et donc l'économie ralentit. Là, actuellement, c'est un peu l'inverse. C'est que les taux d'intérêt augmentent, mais les gens continuent d'acheter, les gens continuent d'investir et il y a encore une pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que le taux de chômage, il augmente pas, il diminue. Les gens cherchent pas vraiment d'emploi. Donc, c'est ça qui se passe. On est dans un système qui est très compliqué parce que, ben, malheureusement, les gens ont encore de l'argent, même si les taux d'intérêt augmentent, et les gens ben, restent à l'emploi. Et on a du mal, finalement, les employeurs ont du mal à trouver encore des employés. Donc, on est vraiment dans un micmac un peu spécial. Puis, bah, c'est ça, l'avenir nous dira ce qui s'en vient. Demain, justement, il y a la Fed
qui risque d'augmenter encore les taux de 0,25. Donc là, je regardais tantôt mon hypothèque, je suis à 7,4. C'est fou quand même. Puis hier, j'ai publié une story justement sur Lib. Donc si vous n'êtes pas sur la page Instagram et Facebook de Lib, allez-y tout de suite. On fait une petite pause et on revient le temps que vous le fassiez. Et il y a beaucoup de monde qui était à taux variable et il y a notamment une personne qui m'a écrit pour dire que c'était très difficile pour elle, qu'elle était à bout. Et il y a ça aussi qui arrive, tu sais, les gens qui sont à taux variable, qui sont passés comme moi de 2,14 à 7,4. Je veux dire, le gap est énorme, là. C'est C'est immense. fou quand tu penses, là. Ouais, c'est légendaire. 7,4 pour une maison. Tu sais, à titre indicatif, mon hypothèque est de 2 626 par mois. Je paye environ, là, dernièrement, c'était 350 de capital, le reste d'intérêt. Et tantôt, je calculais, ça veut dire qu'en 5 ans, je vais avoir payé environ 130 000 $ d'intérêt et environ 20 000 et quelques de capital. C'est fou quand même. Et Mm. c'est pour ça que, tu sais, on a une vidéo qui tourne beaucoup avec François Lambert qui dit ah, n'achète pas de maison, puis là, on s'est fait insulter de tous les noms parce qu'on savait pas compter, puis que parce que tout le monde connaît bien les finances, hein, tous les gens, ils savent vraiment ça. Puis c'était comme, moi, j'ai acheté ma maison 200 en 10 ans, elle a pris telle valeur, etc. Mais les gens oublient à quel point on paye des intérêts quand même. Même à 2-3%, on paye des intérêts. Donc, faut pas l'oublier, je comprends que ta maison, elle a pris de la valeur, la mienne aussi, elle a pris de la valeur, mais reste que tu vas payer ta maison habituellement, c'est 2 fois sa valeur à cause des taux d'intérêt. Non, c'est surprenant pour vrai. Puis les conditions économiques font vraiment quand même réfléchir. Là. Je pense que tu sais, beaucoup de gens vont vivre leur première récession aussi. Puis ça va être quand même assez challengeant, je pense, là, pour plusieurs personnes. Fait que de là, l'importance de s'éduquer sur les finances, je pense, puis d'en prendre conscience là, maintenant. Il est jamais trop tard, évidemment. Non, Euh, c'est clair. Puis c'est Par pour rapport ça au. que Oui, je vas-y. fais une parenthèse. Ce matin, j'ai eu un appel avec une fille qui justement parlait du bootcamp. Tu sais, elle veut s'éduquer, elle veut commencer à investir. Puis elle vient d'avoir un enfant, puis elle me disait la peur qu'elle avait pour ses enfants. Tu sais, elle dit j'ai peur que dans lequel monde mes enfants vont vivre. Puis je lui ai dit justement, place tes cartes tout de suite. Oui, le bootcamp coûte un certain montant d'argent. On parle d'environ 1 000 $. Mais la paix que ça peut te sauver, la paix d'esprit et les connaissances que tu vas pouvoir donner à tes enfants, c'est juste de placer tes pions pour tes enfants, qu'ils aient un petit coussin de sécurité dans un RE, de savoir comment ça marche, qu'est-ce que je peux mettre dans mon RE plutôt que d'aller des fois payer certains frais de gestion exorbitants avec certaines institutions. Là, je pense que des fois, faut s'éduquer. Des fois, c'est pas un step back, ok, je vais dépenser X nombre de dollars pour acheter un livre, pour suivre une formation, je vais me priver de mon temps pour assister à certains webinaires, mais en retour, je pense que la connaissance qu'on peut avoir financièrement parlant va tellement aider à l'avenir que je pense que le choix, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait voilà, plus de 10 ans, puis j'en suis très content de m'être éduqué, d'avoir dépensé un peu trop cher, bah pas un peu trop cher, mais tu sais, à l'époque c'était cher quand même, c'était en euros en plus, mais je suis content d'avoir dépensé une couple de milliers d'euros pour être là où j'en suis actuellement. Ça a valu vraiment la peine. Non, absolument, absolument. Je pense que ça fait du sens. Là. Ça n'a pas vraiment de prix de s'éduquer pour ça. Mm. Petite tangente crypto. La semaine passée, avec notre cher économiste, là, Daniel, je pense que c'était vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, dans le podcast qui ont aimé l'épisode. L'action de Coinbase a chuté de près de 15% en milieu de journée mardi, car la SEC, dans le fond, la Securities Exchange Commission, a lancé une nouvelle poursuite contre la bourse là, de crypto-monnaies. Dans le fond, ils disent que Coinbase a agi comme une bourse et un courtier non enregistré. Donc, même chose aussi avec Binance, qui ont eu des problèmes là, de régulation. Donc, c'est drôle de voir à quel point il y a comme une pression à ce niveau-là aussi, là, d'un point de vue des lois. Là. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, Daniel disait qu'il parlait du Unicoin, puis Ouais. ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir. Puis c'est fou de voir que tu sais, le gouvernement américain tu sais, met énormément de pression là, encore sur ces échanges-là. Euh, j'ai hâte Tu de sais que voir, je me demande. hier, j'ai revendu tous mes bitcoins. Ah ouais? Bah, j'étais avec Binance, puis ça te disait que j'allais plus pouvoir y accéder. Ça fait quand même à peu près un an et quelques que j'avais des bitcoins. J'avais pas beaucoup, tu sais, honnêtement, ça avait beaucoup baissé. Donc, je suis allé sur Binance, c'était compliqué à vendre, mais j'ai tout vendu. Donc, j'ai 0 bitcoin à partir de maintenant. OK. Le FOMO, je l'ai eu.
Puis bah écoute, de toute façon, au pire, j'aurais fait une coupe de 100 $, une coupe de 1000. Je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Je me referai ailleurs. Tu sais, je comprends le coût de renonciation, le coût d'opportunité, mais c'est pas plus grave que ça. Pas que je suis content de l'avoir fait, mais je me dis avec tout ce qui se passe avec Binance, je préfère reprendre moins que ma mise, mais au moins de reprendre un petit peu d'argent plutôt que de tout perdre. Tu sais, je me dis, le choix était. Ça fait un bout que j'y pensais en plus. Donc, j'ai tout vendu mes bitcoins. Je ne suis plus maintenant un crypto buddy, crypto bros. C'est bien correct, je pense que tu sais, chacun a son niveau de risque, puis chacun a ses besoins aussi. Là. Je pense que tu sais, en avoir ou de pas en avoir. Tu sais, personnellement, moi j'ai encore mes cryptos, puis je sais pas encore si je vais vendre. Là. Je suis allé sur un hard wallet. Là. Ouais. Puis j'avais perdu un petit peu sur FTX, mais bon, c'est comme on le sait, c'est des actifs qui sont exotiques, qui sont risqués. Donc ça fait partie de la game, là, veut pas. Parce Euh, qu'on est quand même à 26 700 pour le bitcoin au prix actuel, 26 700 US. Tu sais, depuis le début de l'année, ça dit que ça a quand même augmenté de 61%. Depuis 3 mois, 20%. Donc, tu sais, c'est pas dégueu, mais ça dépend où est-ce que tu as acheté aussi. Tu sais, si tu as acheté super bas, bah, t'es content. Si tu as acheté en début d'année, faudrait faire le calcul, quelqu'un qui a fait du dollar cost averaging, donc admettons qui a acheté à chaque 2 semaines le même montant. Je serais curieux de savoir où est-ce qu'il en est actuellement avec les grosses hausses qu'il y a eu, parce qu'on s'est rendu proche du 70 000 quand même. mhm. Donc, je me demande les moves, enfin les gens qui ont fait ce genre de move-là, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Non, absolument, absolument. Puis, c'est une bonne question. Pour vrai, je serais curieux. Je vais faire le calcul. Ouais, ça pourrait être intéressant de le savoir. Absolument, absolument. Donc, ça fait pas le tour pour les nouvelles que je vais courir avec toi, Sim. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais mentionner Oui, pour l'épisode je d'aujourd'hui? voulais Vas-y. parler des transferts de fonds. On a déjà parlé plusieurs fois, mais ça revient beaucoup. Donc, il y en a beaucoup de monde qui ont des investissements placés avec des conseillers, des planifs, avec leur banque, peu importe, et qu'ils aimeraient commencer à ressortir un petit peu ce montant-là et à le gérer eux-mêmes. Donc, je voulais parler un petit peu de comment ça fonctionne. Donc, là aussi, ça dépend. On va le dire beaucoup, ça dépend, mais c'est parce que c'est vrai. Il n'y a pas de réponse noir ou blanc. Là, c'est vraiment, ça s'adapte un peu à chaque courtier que vous utilisez, où est-ce que vos fonds sont placés, etc. Mais en gros, pour faire une histoire courte, vous avez certains types de transferts. On a ce qui s'appelle le all-in cash, donc tout en argent, ou le all-in kind, K-I-N-D, où là, vous prenez vraiment ce qu'il y a. Donc, par exemple, mon courtier, c'est Desjardins, on va dire n'importe quoi. Et Desjardins, mon conseiller a placé 10 actions de Apple. Puis, bah, moi, dans mon CELI. Puis, je veux sortir mon CELI. Donc là, plutôt que de tout vendre, qui vous sortent l'argent, donc vous avez un retrait du CELI pour le remettre, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Surtout de ne pas confondre. Je faisais une vidéo cette semaine justement sur TikTok que les gens confondent beaucoup le compte, donc CELI, REER, etc., et l'investissement. Un compte, on met pas d'argent dedans. Un compte, on met des investissements dedans. C'est ça le but premier. Vous pouvez mettre de l'argent, bien entendu, mais le but premier, ça va être de mettre des investissements. Donc, si par exemple, Hubert, il y avait avec son conseiller Desjardins, tu avais 10 actions d'Apple, bah, Hubert pourrait tout simplement dire au conseiller, hey, transfère-moi mes 10 actions Apple dans mon CELI. On va prendre Questrade. Et donc là, il n'y aura aucun retrait du CELI. Donc ça, c'est l'une des premières choses. Ça va être un all-in-kind. Donc ça veut dire que le kind, c'est Apple, et Apple va être transféré. Donc 10 actions Apple à 80, je sais pas combien il coûte Apple, mais bref, 100 $. Bon, ben, Uber va ouvrir son question dans quelques jours et il y aura 10 actions Apple à 80 et quelques dollars, au même prix finalement. Sinon, si par exemple Hubert est encore avec Desjardins, mais que le gars de chez Desjardins, son conseiller, lui a acheté un fonds qui s'appelle ABC, mais que Questrade n'offre pas le fonds ABC parce que c'est juste un fonds de Desjardins. Alors là, ça va être un all-in cash. Donc le conseiller financier de Hubert va vendre toutes les actions ABC, donc du fonds ABC, parce que Hubert ne pouvait pas le retrouver sur sa plateforme de courtage en ligne. Et Hubert, bah, le conseiller va vendre les 10 actions ABC. Il va prendre l'argent et il va transférer l'argent dans le CELI ou dans le REER de Hubert. Et donc, il y aura juste eu un transfert d'enveloppe à une autre enveloppe
CELI ou REER, de compte non enregistré. Donc, il n'y aura pas eu de sortie de compte. Il n'y aura pas eu de décaissement, on va l'appeler comme ça. Donc, c'est un peu vos choix pour faire les transferts. Je sais pas si Hubert, tu avais des trucs à rajouter, si j'ai oublié de quoi. Non, exact. Je pense que, tu sais, on le couvre bien dans le bootcamp aussi, mais je pense que en général, c'est comme ça que ça fonctionne, là. C'est 100% possible de le faire, d'investir son argent par soi-même, de faire le transfert. C'est certain que de commencer, pas tout d'un coup, mais de façon progressive, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis oui, non, c'est accessible, puis c'est vraiment pas si compliqué que ça, là. Pour vrai, ça se fait vraiment rapidement, là. Moi, je l'ai fait pour ma mère avec RBC via Questrade. Puis ça a été, faut que d'abord que tu crées ton compte Questrade ou peu importe, hein. Tu vas avoir un numéro de compte. Puis après, bah, tu demandes, fais-moi le transfert. Donc là, tu vas voir ton courtier ou ton conseiller. Voici mon nouveau numéro de compte. Peux-tu me transférer mes investissements? Puis j'aimerais garder les mêmes fonds ou vends-moi les fonds que j'ai, puis fais juste me transférer l'argent. En dernier recours, ça devrait être de sortir vos investissements. Donc, sortir, ça veut dire je vends tout, je retire l'argent dans mon compte chèque et après, je refais notre cotisation. Surtout avec le REER, si vous faites ça avec le REER, vous allez être imposé sur votre année. Donc, ça va être comme si vous avez sorti votre argent. Donc, le but, c'est vraiment de faire un transfert. C'est pas compliqué, retenez ça, c'est all in cash ou all in kind, donc K-I-N-D. Puis, habituellement, le all in kind fonctionne bien pour les types d'investissements. Les types de fonds, habituellement, on peut les retrouver un peu partout. Sinon, bah, all in cash, ils vendent tout. Puis même s'ils vendent tout, entre guillemets, à perte, que vous avez déjà des pertes, c'est pas si grave que ça, puisque vous allez racheter aussi dans un marché qui est encore baissier. Donc la différence, elle sera pas énorme. Puis même si ça prend quelques jours à arriver, dites-vous que dans 5, 10, 15 ans, vous vous souviendrez pas de ça, puis de cette mini perte que ça a pu engendrer. Absolument, absolument. Donc, sur ces sages paroles, tout le monde, je vous dis, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions sur les finances, vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram, sur Facebook, @golib.ca. Et puis, sur ce, Sim, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt!